Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Express Orient, nouvelle émission spéciale cette semaine consacrée à la guerre entre le Hamas et Israël. Comment l'attaque du Hamas du 7 octobre recompose-t-elle les équilibres politiques dans la région? Nous poserons la question à Karim Sader, politologue spécialiste des pays du Golfe, dans cette édition. C'était il y a 3 ans, à Washington, 4 pays arabes signaient les traités de paix avec Israël. C'est ce qu'on a appelé les accords d'Abraham. Plus récemment, l'Arabie saoudite était sur la voie d'une normalisation, mais tout ça, c'était avant l'attaque du Hamas contre Israël, avant la riposte israélienne sur Gaza, avant que la rue arabe ne se mobilise à nouveau autour de la cause palestinienne. Alors, quelle position peuvent désormais tenir les pays signataires d'un traité de paix avec l'État hébreu dans ce contexte? État des lieux avec Étienne Papono. Par dizaines de milliers, ils défilent dans les rues du Caire en ce vendredi de la colère. Sa cause en étendard, la foule converge vers la place Tahrir pour clamer son soutien aux Palestiniens, sous l'œil de la police, d'ordinaire prompte à réprimer toute manifestation. Je suis ici pour soutenir nos frères palestiniens. Depuis la frappe meurtrière sur l'hôpital de Gaza le 18 octobre, imputée par le Hamas aux Israéliens, mais dont Israël et plusieurs services de renseignements occidentaux disent qu'il s'agit d'un tir palestinien de roquettes manquées, le Caire est tiraillé entre une opinion publique hostile à Israël et un pouvoir qui veut éviter la dégradation de ses relations avec son voisin. Le 26 mars 1979, l'Égypte devient le premier État arabe à signer un traité de paix avec Israël, 6 mois après les accords de Camp David. Plus de 4 décennies plus tard, la paix est là, mais c'est une paix froide. Face à la crainte de voir le conflit déborder sur son territoire, le maréchal Sissi trace une ligne rouge. L'Égypte affirme et réitère son refus catégorique de tout déplacement forcé des Palestiniens, de leur exode vers les territoires égyptiens du Sinaï. Dans le sillage de l'Égypte, la Jordanie signe un accord de paix avec Israël en 1994. Mais Amman, qui a annulé la visite du président américain la semaine dernière, choisit comme le Caire de hausser le ton. Le message que le monde arabe entend est clair. La vie des Palestiniens compte moins que celle des Israéliens. Le conflit met également les États signataires des accords d'Abraham qui ont conclu ces dernières années des traités de paix avec Israël dans une position inconfortable. Au lendemain de l'attaque du Hamas contre l'État hébreu, Abu Dhabi condamne fermement. Les attaques du Hamas contre les villes et villages israéliens proches de la bande de Gaza, y compris les tirs de milliers de roquettes sur les centres de population, constituent une escalade sérieuse et grave. Mais l'explosion survenue à l'hôpital gazaoui change la donne. Des manifestations de protestation se multiplient comme à Bahreïn ou ici, au Maroc. Leur gouvernement ainsi que celui des Émirats accusent alors l'État hébreu, dénonçant des attaques israéliennes. Quel avenir alors pour les accords d'Abraham? On en parle avec vous, Karim Sader, politologue spécialiste des pays du Golfe. Bonjour à vous. Sur le plan diplomatique, toujours, comment Riyad, qui a gelé le processus de normalisation avec Israël après l'attaque du Hamas du 7 octobre, pourrait relancer le dialogue avec Israël? Alors, je ne pense pas du tout qu'aujourd'hui qu'il s'agit de relancer un quelconque dialogue avec Israël. Et d'ailleurs, très souvent, j'entends d'ailleurs que l'Arabie saoudite s'apprêtait à normaliser ses relations avec Israël. C'est, à mon sens, totalement erroné. Mohammed Ben Salman, donc bien avant le déclenchement du conflit et les attaques du 7 octobre, bien avant, Mohammed Ben Salman, qui certes avait fait un temps les 12 yeux à la branche des néoconservateurs américains, dont il était le chouchou précédemment par l'intermédiaire de la chaîne Fox News, parce que tout le monde s'est basé sur cette déclaration-là, où il avait dit on se rapproche. Mais en réalité, Mohammed Ben Salman n'avait pas du tout ça en tête pour l'instant, car il n'aurait pas signé un accord avec le gouvernement d'extrême le plus à droite de l'histoire d'Israël, et il n'aurait pas non plus offert un cadeau électoral au démocrate Joe Biden, dont il avait qualifié il n'y a pas si longtemps encore de paria. Donc je pense que surtout MBS
allait prendre en compte la question palestinienne, contrairement à ses voisins qui, eux, avaient fait fi, en quelque sorte, de la question palestinienne en normalisant avec Israël par le biais des accords d'Abraham. Et l'histoire vient de lui donner raison, puisque finalement, le résumé de tout cela, c'est qu'il ne peut pas y avoir une normalisation possible sans prendre en compte ce dossier qui empoisonne les relations dans la région. Israël paraît donc de plus en plus isolé. Le pays risque-t-il de se retrouver seul finalement contre tous dans la région ? Justement, je réitère également la même remarque par rapport à Israël, qui a eu la naïveté aussi de pouvoir opérer, normaliser des relations, construire des relations avec les pays arabes, en occultant la question des Palestiniens. On a tous en tête cette fameuse carte qui avait été brandie par Netanyahou, dans laquelle où il parlait du futur Moyen-Orient avec les futurs accords de paix qu'il pensait pouvoir signer, notamment avec l'Arabie Saoudite. Et cette carte ne comprenait pas la question, enfin ne comprenait pas la Palestine. Donc on voit bien qu'aujourd'hui que cette crise est venue remettre au centre la question israélo-palestinienne que beaucoup pensaient pouvoir occulter. Et je pense que une fois que cette soif de vengeance qu'on ressent chez les Israéliens se sera atténuée et qu'il sera temps de la diplomatie, je pense qu'il serait utile qu'ils reprennent contact avec ceux avec qui ils ont la possibilité de dialoguer. Je pense aux Émirats arabes unis, mais également à l'Égypte et la Jordanie, qui sont aujourd'hui dans l'embarras parce qu'ils ne veulent pas cautionner un déplacement de population. Ils sont des signataires de la paix avec Israël, mais en même temps, ils sont obligés de prendre parti pour la population palestinienne et surtout, ils ne veulent pas subir l'afflux de réfugiés dans leur territoire qui viendrait fragiliser déjà leur situation socio-économique déjà assez compliquée. Et au cœur de cette équation diplomatique, un autre pays veut faire entendre sa voix. Il s'agit du Qatar, devenu un acteur de premier plan. Le pays finance le Hamas, mais discute avec les pays occidentaux qui soutiennent Israël, notamment les États-Unis. Un jeu trouble sur lequel revient pour vous Julie Chouteau. Vendredi 20 octobre, après 2 semaines entre les mains du Hamas, ces 2 otages américaines sont libérées. Les États-Unis le reconnaissent, cette libération a été rendue possible grâce au Qatar, plus que jamais au centre du jeu. J'ai exhorté nos partenaires à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour nous aider à obtenir la libération des otages. Dans ce cas précis, je tiens à remercier le gouvernement du Qatar pour son aide cruciale. Les États-Unis, la France ou encore le Royaume-Uni n'entretiennent aucun lien direct avec le Hamas qu'ils considèrent comme une organisation terroriste. Alors pour faire libérer leurs ressortissants retenus en otage, les puissances occidentales se tournent vers le Qatar, devenu un intermédiaire incontournable. Le fruit d'une stratégie de l'Émirat, parler à tout le monde, quitte à pratiquer une diplomatie du grand écart. Illustration, le 13 octobre dernier, Doha recevait le secrétaire d'État américain en tournée au Proche-Orient après l'attaque du Hamas sur Israël. Le lendemain, l'Iran et le Hamas se retrouvaient aussi dans la capitale qatarienne. Depuis les printemps arabes, le Qatar s'est imposé comme un médiateur, une plaque tournante pour établir des canaux de communication entre différents acteurs qui ne pourraient pas se réunir de manière directe. Un exercice d'équilibriste. Le Qatar héberge la plus grande base militaire américaine au Proche-Orient et à quelques kilomètres à peine, le bureau politique du Hamas. Les chefs du mouvement islamiste palestinien sont établis à Doha depuis 2012. L'Émirat est aussi accusé de financer le terrorisme. En tout cas, c'est bien lui qui verse régulièrement le salaire des fonctionnaires du Hamas. Nos salaires sont payés par l'État du Qatar et nous l'en remercions. La population civile de Gaza est sous perfusion d'argent qatarien. En témoigne cet ensemble de 3000 logements construits par le riche Émirat. Plus récemment, le pays s'est aussi vanté d'envoyer de l'aide à Gaza en état de siège. Aujourd'hui, le Fonds du Qatar pour le développement a envoyé de l'aide médicale et des denrées alimentaires à nos frères de la bande de Gaza. Pendant longtemps, Israël s'est accommodé de ce double jeu du Qatar. Laisser entrer du cash pour calmer Gaza, la stratégie de l'État hébreu s'est finalement avérée être un échec. Karim Sader, le Qatar est-il un médiateur crédible aujourd'hui quand on sait qu'il finance le Hamas ?
Absolument, c'est un médiateur crédible. Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'on découvre les vertus diplomatiques du Qatar. Le Qatar, je le rappelle d'abord, c'est ce micro-émirat dont la taille est à peine plus grande que la Corse, qui est coincé entre des mastodontes régionaux que sont l'Iran ou l'Arabie Saoudite, et qui a fait en fait de cette vulnérabilité géopolitique une force. Comment ? En étant, grâce aussi à une faible démographie, en étant très flexible diplomatiquement, et comme l'a souligné votre reportage, en étant à la fois capable d'accueillir les plus grandes bases militaires américaines hors du territoire des États-Unis, et en même temps parler avec les islamistes. Eh bien, c'est un rôle aujourd'hui de médiateur, alors certes qui paraît trouble par sa contradiction, mais finalement qui est aujourd'hui bien utile. Et s'il ne date pas d'hier, hein, l'intervention du Qatar a été saluée par les États-Unis lorsqu'il s'agissait de négocier avec les talibans, mais également le Qatar a participé aussi à plusieurs reprises dans les dossiers, par exemple au Liban, où il sait parler avec le Hezbollah, et dans d'autres théâtres de crise, notamment en Afrique. Donc cette capacité du Qatar à parler à tout le monde aujourd'hui, oui, elle est utile lorsqu'on sait que face à la campagne militaire aujourd'hui, qui est en train en quelque sorte on va dire d'éloigner un peu plus les perspectives de paix, eh bien le rôle aujourd'hui d'un médiateur est toujours bienvenu, et en particulier aussi pour la question des otages. Pour finir, Karim Sader, est-ce que selon vous, la normalisation des relations avec Israël serait aujourd'hui possible sans remettre au cœur, justement au centre des discussions, cette question palestinienne ? Non, je pense que justement, c'est un des enseignements aujourd'hui qu'on doit tirer. Évidemment, il y a cette tragédie humaine qui se déroule actuellement, il y a beaucoup d'émotions, mais s'il faut tirer aussi des leçons à tête froide, c'est qu'effectivement, il ne peut pas y avoir aujourd'hui une solution possible, une normalisation, sans prendre en question le dossier palestinien et le sort des Palestiniens. Donc aujourd'hui, on a vu que les accords d'Abraham, pour résumer en quelque sorte, qui sont d'abord avant tout des accords commerciaux et sécuritaires, n'ont pas réussi donc à prendre en compte cet aspect-là, hein, ce facteur primordial, et on voit que c'est une réalité qui rattrape les acteurs qui sont rentrés dans ce jeu-là. Karim Sader, politologue spécialiste des pays du Golfe, merci beaucoup à vous pour votre décryptage. Et c'est la fin de ce numéro spécial d'Express Orient. Merci pour votre attention. Excellente journée à vous sur France 24. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle. Bonjour Mathias Malzieu. Merci beaucoup. On va aller visiter ensemble la Gaîté Lyrique. Ok. Merci. Bon, moi je trouve que là, juste en face, on dirait un château fort moderne. C'est vraiment Paris, quoi. Voilà. Attention, on va être connecté à vie. Attention. Attention. C'est parti. Moi je préférais la celle d'avant. Moi aussi. Vous m'avez convaincu, je reste. Ben, avec grand plaisir, hein. Avec grand plaisir. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur france24.com. RFI et France 24 vous proposent le grand rendez-vous politique de la semaine. Une personnalité, les grands thèmes qui font l'actualité du moment. Des interviews politiques menées par Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière dans Mardi Politique, à écouter sur RFI et à voir sur France 24 et france24.com. En novembre, c'est Mois sans tabac, le meilleur moment pour arrêter de fumer. Vous savez pourquoi ? En vous inscrivant sur le site Mois sans tabac, vous bénéficiez d'un programme en ligne et personnalisé. Vous trouverez aussi, pour vous aider à tenir, des conseils, des jeux et des activités. La possibilité de trouver un tabacologue près de chez vous et de prendre rendez-vous. Et d'autres choses à découvrir. Alors, inscrivez-vous sur le site Mois sans tabac.